Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste, sans Dieu, sans maître, sans pub, à Racaille. L'émission connue entre tous que vous écoutez en ce moment même. Je vous donne pour une partie consacrée à Van Gogh, le suicidé de la société. Vous savez, un bouquin qu'a écrit Artaud après la mort de Van Gogh et concernant ce tragique artiste qui avait le suicide collé au cul, comme d'autres choses collées aux proses. Voilà. Le blog de l'émission, tout de suite, www.aracaille.fr. Et puis, vous venez d'écouter Noir Désir, hein, je le répète à chaque fois, ou presque. Et aussi le préambule de cette émission, un regard en marge sur l'art et une dénonciation des sales coups de la politique politicienne. Voilà. Et puis la citation, bien comme tous les mardis, elle est de Van Gogh. Ben, c'est l'occasion d'en parler aussi du point de vue des mots. Il écrivait beaucoup, il était très très lettré aussi. C'était pas la moitié d'une pomme. Je prends tous les jours le remède que l'incomparable Dickens prescrit contre le suicide. À mon avis, ça lui a pas très réussi. Cela consiste en un verre de vin, un morceau de pain, du fromage, une pipe et du tabac. Voilà, moi je trouve une très belle citation. Malheureusement, Van Gogh semble avoir oublié à la fin de sa vie, et c'est bien dommage pour l'histoire de l'art. Bonjour, moi je vous rappelle le numéro du studio, le 01 43 71 89 40 pour nous joindre pendant les pauses musicales. Désolé bergère, j'aime pas les moutons, qu'ils soient pure laine ou en chapeau melon, qu'ils broutent leur colline, qu'ils broutent le béton, menés par quelques chiens et par quelques bâtons. Désolé bergère, j'aime pas les moutons. Désolé bergère, j'aime pas les agneaux qui arrondissent le dos de troupeau en troupeau, de troupeau en étable et d'étable en bureau. J'aime encore mieux les loups, j'aime mieux les moineaux. Désolé bergère, j'aime pas les agneaux. Désolé bergère, j'aime pas les brebis. Ça arrive tout tordu et ça dit déjà oui. Ça se retrouve tondu et ça vous redit oui. Ça se balance en boucherie et ça redit oui. Désolé bergère, j'aime pas les brebis. Désolé bergère, j'aime pas les troupeaux qui ne voient pas plus loin que le bout de leur coteau, qui avancent en reculant, qui se noient dans un verre d'eau bénite et dès que le vent se lève, montrent le bas de leur dos. Désolé bergère, j'aime pas les troupeaux. Désolé bergère, j'aime pas les bergers. Désolé bergère, j'aime pas les bergers. Il pleut bergère, prends garde à te garder. Prends garde à te garder bergère, un jour tu vas bêler. Désolé bergère, j'aime pas les bergers. Désolé bergère, j'aime pas les moutons, qu'ils soient pure laine ou en chapeau melon, qu'ils broutent leur colline, qu'ils broutent le béton, menés par quelques chiens et par quelques bâtons. Désolé bergère, j'aime pas les moutons. Jacques Brel, les moutons. Sur Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste, sans Dieu, sans maître, sans publicité, à Racaille, pour vous parler évidemment dans le presse-papier de la semaine d'une exposition Van Gogh-Artaud à Orsay, où vraiment les moutons se pressaient. C'était quelque chose d'horrible, enfin en tout cas pour moi. Je rêve de musée désert, mais quand il y a une exposition Van Gogh doublée par Artaud, là ça devient difficile. Mais dès le matin, il y avait une foule, et alors dans des lieux assez petits, de mon point de vue en tout cas, pas éclairés.
vous rentriez là-dedans comme c'était presque l'enfer, une chaleur insupportable. Pas grand-chose pour s'asseoir comme d'habitude, ça vous en avez déjà parlé. Voilà, et évidemment les moutons étaient là, les moutons, les brebis, les agneaux étaient là en nombre impressionnant, les troupeaux quoi. Ouais, là, on en faisait un peu partie. On en faisait un peu partie, mais enfin moi je ne suis pas fait partie très longtemps parce que je suis sorti, j'ai fait le tour à la vitesse d'un crapahuteur chevronné qui n'en peut plus mais, et puis je suis ressorti presque aussitôt. J'ai mis peut-être disons 6-7 minutes pour faire le truc, disons 10 minutes, voilà. Et je suis ressorti alors les gardiens voulaient pas que je sorte par là, il fallait que je me repaye toutes les salles consacrées à cette expo, repartir de l'autre côté. J'ai dit niette, je me casse, je supporte plus. Alors, ils ont eu peur parce que ils ont dû évaluer la résistance de Pépère. Ils ont dit oh là, c'est pas la peine qu'on ait une crise cardiaque ou un truc sur les bras. On laisse sortir. Et j'étais me poser le cul dans le grand hall d'Orsay, entouré de sculptures, de belles sculptures de jeunes et faibles, avec la zigounette à l'air. Bon, c'est là j'ai remarqué aussi, mais c'est pas la première fois, mais en tout cas ça m'a frappé qu'on voit toujours les zigounettes des mecs, on voit jamais les foufounes des sculptures féminines. Voilà, à part en peinture la peinture de l'origine du monde de Courbet. D'ailleurs, à ce propos, une petite anecdote. Il paraît qu'il y a une artiste belge qui s'est foutue, qui a montré sa foufounette devant l'origine du monde. Elle s'est assise et elle a relevé sa jupe. Elle avait pas de culotte, coquine, va. Et puis elle est restée comme ça, les jambes ouvertes pendant un bon moment, jusqu'à temps que la police vienne la déloger. Mais le juge chargé de cette affaire a décrété un non-lieu. Voilà, elle a été relâchée aussitôt. Enfin, un juge intelligent. Mais alors, on s'étonne. Et alors, sur YouTube, il y a normalement, on est censé voir cette vidéo et elle est censurée, mais dans tous les blogs, dans tous les machins qui en parlent, eh ben la vidéo est censurée. Il faut dire fou cul de Google, parce que Google, quand même, on peut voir des films porno sur Google. Alors là, on comprend pas très bien, parce que là, c'est vraiment pas pornographique. Hein, c'est ce qu'elle a au-dessus d'elle. L'origine du monde, c'est exactement ça, quoi. Voilà. Bon. Voilà, ça c'est Orsay, mais je vous dis, je me suis pas encore remis d'une fois de plus aller dans une expo. On y allait pour professionnellement, si on peut dire, pour cette émission. Autrement, on n'y serait jamais allé, parce qu'on sait très bien que ce genre d'expo, ça nous expose justement à ce genre de tripes, de fous qui se pressent, impossible de regarder les peintures. J'ai eu du pot. Il y a 2-3 peintures de Van Gogh que j'ai pu apercevoir, et là j'étais vraiment franchement ébloui par ces couleurs, c'est quelque chose d'extraordinaire, surtout quand on s'en raccroche à ça comme un morpion à une paire de burnes, hein, c'était mon cas dans cette matinée. Dommage pour Van Gogh, en plus il nous revient à l'esprit tout le mépris dans lequel il a été tenu pendant sa courte vie. Et ça fait un petit peu, comme on peut dire, ces trucs, ces voyeurs quoi, le troupeau voyeur du suicide d'un grand artiste, voilà, un artiste qui s'est suicidé juste probablement parce que il était complètement ignoré par la critique, par le public lorsqu'il a vécu. Il a vendu une seule toile, comme on vous l'a rappelé plusieurs fois, à une de ses amies artistes belges. Voilà, et tout le reste, il a jamais rien vendu. Et on a regardé hier le Van Gogh comment ça s'appelle La vie passionnée de Van Gogh. Avec Kirk Douglas. Avec Kirk Douglas, Anthony Quinn de Vincent Minnelli. Ouais, de Vincent Minnelli. Et là, on voit ce salaud de gars, de Gauguin. De Gauguin. Il y a un très beau livre de Somerset Maugham, sur la vie de Gauguin, où le héros s'appelle pas Gauguin, mais il s'est inspiré de Gauguin, et c'est vraiment un vrai salopard, quoi. Il y a aucun doute, qui a probablement été à l'origine de la première tragédie qui a touché Van Gogh quand il s'est mutilé l'oreille. Voilà, après il s'est fait interner dans un asile psychiatrique à Saint-Rémy-de-Provence. Je dois arrêter? Mais tu vas le raconter tout à l'heure, non? Ah oui, je vais le raconter tout à l'heure, mince. Alors bon, oui. Enfin, ce qui vous reteniez de ce blabla, c'est que surtout, n'allez jamais
dans les grandes expos emblématiques comme ce genre d'expo, si vous voyez Van Gogh, si vous voyez des noms comme ça apparaître à l'affiche, vous tirez en courant. Ouais, ou alors faut essayer la nocturne. Je pense que c'est la seule solution. Le jeudi soir, c'est nocturne. C'est peut-être attendre 17h30, 18h, voire 19h pour y aller. Parce que c'est vrai que le plaisir est complètement gâché de poireauter devant chaque toile. Et puis encore, il y avait une queue impressionnante. Moi, j'ai pu passer tout de suite parce que j'ai une carte, un centre de laisser passer, quoi. Bigécou, elle est passée, elle attendait, elle faisait la queue, quoi. Alors moi, je l'ai attendu, donc pendant qu'elle faisait la queue. C'est pour tout ça pour vous dire que j'en ai un peu ras les chaussettes de toutes ces expos de merdiques là, pour voir des grands artistes qui sont de leur vivant, qui ont tellement ramé que c'est presque indécent d'aller voir ces expos, parce que on a l'impression d'être des voyeurs morbides. Mais surtout qu'il y a toujours ce dont on parle, le coût quand même qui est maintenant de 11 € pour le musée d'Orsay. Donc c'est pas anodin non plus. Donc dans des conditions effectivement qui sont pas correctes, quoi. Sauf que Piqueco a trouvé une combine. Trouver une combine pour pas payer. Mais je vous dévoilerai pas la combine, parce que là, non. On restera... c'est professionnel. C'est professionnel, oui. Chacun sa carte de professionnel. Celle de Bigico, elle est gratinée. Bon! Allez. De toute façon, on va y revenir dans pas longtemps, sur la vie de Van Gogh. Donc, voilà, maintenant, vous allez passer à la suite avec Piqueco. Moi, ce coup-ci, je vais vous raconter quelque chose de plus sympathique que d'habitude. Voilà, après, au lieu de parler des problèmes de sable sur Terre, de tout ce qui peut nous perturber. Là, c'est un petit lieu à visiter et à investir pour nos auditeurs parisiens du 18e arrondissement. Donc c'est un billet que j'ai dégoté sur le site Reporter. Donc voilà, c'est un petit local de 30 mètres carrés qui abrite une grande ambition, c'est-à-dire tuer la grande distribution, c'est pas rien. Donc ce sont les termes de Christophe Pradal, qui est l'un des animateurs de cette coopérative alimentaire de la Goutte d'Or, qui est située donc 38 rue Mira et qui est ouverte depuis le 28 janvier. Donc au départ, ce Christophe anime une AMAP dans le quartier. Et bien vite lui vient l'idée de construire des partenariats pour d'autres types de produits que des légumes, de faire les choses en plus grand, de sortir de la microéconomie. L'ancien concept des coopératives de consommation ouvrière du 19e siècle est retravaillé par un petit groupe motivé d'une vingtaine de personnes. 3 ans de travail et de réflexion, puis le projet finit par aboutir, fidèle à son principe de départ, associant dans un premier temps des consommateurs, réfléchissant à l'implication des producteurs-fournisseurs et à l'évolution en société coopérative d'intérêt collectif, c'est-à-dire une SIC, ce qui permet d'associer plusieurs acteurs avec des tiers tels que des collectivités donc territoriales qui peuvent éventuellement après apporter des subventions. Donc le statut est pour l'instant celui d'une association loi 1901 et le petit local loué sous bail précaire appartient à la mairie d'arrondissement, qui a promis un lieu 2 fois plus grand pour l'automne prochain, ce qui permettrait d'entreposer quelques caisses dans une réserve. Donc dès le départ, le succès est au rendez-vous. Plus de 200 adhérents début mars, qui s'acquittent chacun de 20 € de cotisation annuelle. Donc des gens de tous âges et conditions, habitant un quartier dépourvu sur plusieurs rues de commerce de proximité, hors enseigne de la grande distribution. Adhérer, ce n'est pas seulement pouvoir acheter, c'est aussi s'engager à tenir une permanence à la boutique durant une demi-journée par semestre. Le temps d'ouverture hebdomadaire augmentera en fonction du nombre des coopérateurs. Pour l'instant, le rideau est élevé entre 2h15 et 3h et 3 jours par semaine. Donc sur les étagères, on trouve pas mal de choses, mais la gamme au démarrage permet de faire une bonne partie de ces courses. Donc une trentaine de producteurs fournissent aujourd'hui plus de 200 références bio à 80%. Donc le réseau se construit petit à petit à base de connaissances en partant des AMAP, des parents, des amis. On mutualise certains besoins, notamment le transport, c'est-à-dire que tel paysan de telle région viendra livrer ses produits, mais aussi celui de ses amis du voisinage ou sur la route de Paris.
En rayon, on peut trouver par exemple des légumes secs et des soupes de Poitou-Charentes, des œufs, de la crème de marron, de la farine, des fromages, des pâtés, du miel, du cidre, de la bière, de l'huile d'olive de Grèce, qui est livrée d'ailleurs par la compagne du producteur dont la famille vit à Bagnolet. Quelques viandes. D'ailleurs, c'est l'huile d'olive que j'ai aussi et je vous assure qu'elle est délicieuse. Oui, l'huile d'olive grecque. Ouais. Moi aussi, piqué quoi, voilà. m'enfile combien de litres? 5 litres. Ouais, à un prix tout à fait abordable. Nous, en AMAP, elle est livrée, c'est vrai que ça doit faire 7 € le litre, c'est vraiment correct. Ouais, tout à fait, oui. Voilà, donc le principe est celui de l'achat-revente. Il y a une petite commission de 15% en moyenne pour faire tourner la boutique, qui, à l'instar des autres commerces alimentaires, a été inscrit auprès des services vétérinaires pour pouvoir développer la vente de produits frais et périssables. Donc le but est de vendre moins cher que les magasins bio. Un système solidaire est à l'étude afin de mutualiser donc l'accès aux produits de qualité entre revenus disparates. Donc il y a toute une charte qui précise cette démarche. Donc voilà, Christophe Pradal espère pouvoir atteindre les 800 à 900 coopérateurs. Donc si vous êtes pas loin dans le 18e, foncez, allez voir quoi. Et que d'autres coopératives de ce type se lancent et prospèrent à leur tour à Paris et ailleurs. Car il faudra sans doute un peu de temps et être bien plus nombreux pour en finir avec les grandes enseignes de la distribution. Ça c'est vraiment un papier sympa parce que ça nous changerait des Biocoop et autres Escrocalia, Naturalia qui tournent sur des centrales d'achat, et même Biocoop qui au départ était quand même travailler de façon plus éthique qu'Escrocalia, parce que Naturalia c'est quand même les grands groupes Casino, Monoprix. En fait ça se développe à tellement grande échelle que ça perd un peu de son image, quoi. Mais ça perd pas les prix sont toujours aussi attractifs. Donc voilà, il faut que des petites structures comme ça de quartier prospèrent et à nous apportent. Non, bien sûr. Je sais dans un quartier désert, un coin qui se donne des airs de province aristocratique. J'y découvris l'autre saison, encastré entre deux maisons, une minuscule boutique. Un gros chat noir était vautré sur le sol quand je suis entré. Il leva sur moi ses prunelles, puis il eut l'air en me voyant de se dire tiens, un client, quelle chose sensationnelle. Ce magasin d'antiquité excitait ma curiosité par sa désuète apparence. Une clochette au son fêlé se mit à tintinnabuler dans le calme et tiède silence. Soudain sortit je ne sais d'où un petit vieillard aux yeux doux et me fit un grand salut baroque, et j'eus l'étrange sentiment de vivre un très ancien moment, fort éloigné de notre époque. Je marchandais un vieux bouquin dont la reliure en maroquin gardait l'odeur des chambres closes. Lorsque je ne sais trop comment, je me mis au bout d'un moment à parler de toute autre chose. Mais le vieux ne connaissait rien, quel étonnement fut le mien de constater que le bonhomme ne savait rien, évidemment, des faits et des événements qui passionnaient les autres hommes. Il ignorait tout de ce temps, aussi bien les gens importants que les plus célèbres affaires. Et c'était peut-être cela qui dans ce tranquille coin-là créait cette étrange atmosphère. J'acquis le bouquin poussiéreux et je partis le cœur heureux, le chat noir toujours impassible. Dans un petit clignement d'yeux parut me dire malicieux, tu ne croyais pas ça possible. Je m'en allais et puis voilà, mon anecdote se finit là, car cette histoire ne comprend ni chute ni moralité. Mais quand je suis trop affecté par les potins que l'on colporte, par les scandales dégoûtants, par les procédés révoltants,
des requins de la politique. Afin de mieux m'éloigner d'eux, je vais passer 1 heure ou 2 dans cette petite boutique. C'était Édith Piaf, La Petite Boutique. Sur Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste, sans Dieu, sans maître, sans pub, à Racaille, une émission consacrée à Van Gogh, après le suicide de la société d'Artaud. Voilà un bouquin dont Piquet-Cou va vous parler maintenant et tout de suite sur Racaille. Je vous donne le nom du blog de l'émission parce que c'est important, c'est un nouveau blog, www.aracaille.fr. Alors, Van Gogh, le suicidé de la société, paru à la fin de l'année 1947. Quelques mois avant la mort d'Antonin Artaud. Donc c'est un texte qu'il a écrit avant l'ouverture d'une rétrospective Van Gogh à Paris, à l'Orangerie. Donc prenant le contre-pied de sa thèse, de la thèse de l'aliénation, Artaud s'attache à démontrer comment la lucidité supérieure de Van Gogh gênait les consciences ordinaires. En voulant l'empêcher d'émettre d'insupportables vérités, ceux que sa peinture dérangeait le poussèrent au suicide. L'exposition, donc actuellement au musée d'Orsay, présente justement une grande partie des œuvres qui furent exposées à l'Orangerie en 1947. C'est pas facile de choisir un extrait dans le petit bouquin d'Artaud. Il n'est pas grand, mais tout est riche, foisonnant. Donc voilà, j'ai pris simplement le début de ce livre. La peinture linéaire pure me rendait fou depuis longtemps lorsque j'ai rencontré Van Gogh qui peignait non pas des lignes ou des formes, mais des choses de la nature inerte, comme en pleine convulsion, et inerte. Comme sous le terrible coup de boutoir de cette force d'inertie dont tout le monde parle à mots couverts, et qui n'est jamais devenue si obscure que depuis que toute la terre et la vie présente se sont mêlées de l'élucider. Or, c'est de son coup de massue, vraiment de son coup de massue, que Van Gogh ne cesse de frapper toutes les formes de la nature et les objets. Cardés par le clou de Van Gogh, les paysages montrent leur chair hostile, la hargne de leurs replis éventrés, que l'on ne sait quelle force étrange est d'autre part en train de métamorphoser. Une exposition de tableaux de Van Gogh est toujours une date dans l'histoire, non dans l'histoire des choses peintes, mais dans l'histoire historique tout court. Car il n'y a pas de famine, d'épidémie, d'explosion de volcans, de tremblements de terre, de guerre, qui rebroussent les monades de l'air, qui tordent le cou à la figure torve de Fata Fatoum, le destin névrotique des choses, comme une peinture de Van Gogh, sortie au jour, remise à même la vue, l'ouïe, le tact, l'arôme sur les murs d'une exposition, enfin lancée à neuf dans l'actualité courante, réintroduite dans la circulation. Il n'y a pas dans la dernière exposition Van Gogh au Palais de l'Orangerie toutes les très grandes toiles du malheureux peintre. Mais il y a parmi celles qui sont là assez de défilés giratoires constellés de touffes de plantes de carmin, de chemins creux surmontés d'anifs, de soleils violacés tournant sur des meules de blé d'or pur, de pères tranquilles et de portraits de Van Gogh par Van Gogh, pour rappeler de quelle sordide simplicité d'objets, de personnes, de matériaux, d'éléments, Van Gogh a tiré ces espèces de chants d'orgue, ces feux d'artifice, ces épiphanies atmosphériques, ce grand œuvre, enfin, d'une sempiternelle et intempestive transmutation. Ces corbeaux peints 2 jours avant sa mort ne lui ont pas plu que ces autres toiles, ouvrent la porte d'une certaine gloire posthume. Mais ils ouvrent à la peinture peinte, ou plutôt à la nature non peinte, la porte occulte d'un au-delà possible, d'une réalité permanente possible, à travers la porte par Van Gogh ouverte d'un énigmatique et sinistre au-delà. Il n'est pas ordinaire de voir un homme avec dans le ventre un coup de fusil qui le tua, fourré sur une toile des corbeaux noirs, avec au-dessous une espèce de plaine livide peut-être, vide en tout cas, où la couleur lit de vin de la terre s'affronte éperdument avec le jaune sale des blés. Mais nul autre que Van Gogh n'aura su comme lui trouver, pour peindre ces corbeaux, ce noir de truffe, ce noir de gueuleton riche, et en même temps comme excrémentiel des ailes des corbeaux surpris par la lueur descendante du soir. Et de quoi en bas se plaint la terre sous les ailes des corbeaux fastes, fastes pour le seul Van Gogh sans doute, et d'autre part fastueux augure d'un mal qui lui ne le touchera plus, car nul jusque-là n'avait comme lui faire de la terre ce linge sale tordu de vin et de sang trempé. Waouh! Bon.
Et c'est chaud. Ouais, c'est chaud. Il y a tout le petit bouquin et un peu comme ça. En fait, je pense qu'il faut le lire, le relire et vraiment rentrer dedans, quoi. Oui, bien sûr, oui, c'est une vraie littérature. Il n'y a aucun doute que Artaud, c'était pas un demi-sel, mais vraiment du sel de mer. Voilà, il avait ce don d'écriture, comme Van Gogh avait le don de la peinture. Mais dans ce petit bouquin, en fait, il dénonce aussi le docteur Gachet, il dénonce toute la médecine dont lui a vraiment souffert parce qu'il a été, Antonin Artaud a été interné longtemps, donc il règle aussi ses comptes avec la médecine et il accuse pratiquement le docteur Gachet d'être responsable aussi de la mort de Van Gogh, quoi. Ouais. Pour moi, c'est une révélation parce que jusqu'à présent, j'étais comme tout le monde, comme les moutons dont parlait Jacques Brel, imprégné d'une histoire, semble-t-il, fausse, de ce toubib, mais quand on connaît toutes les dérives auxquelles ils se livrent ces gens-là, on n'est pas trop étonné. Enfin, j'aurais pu m'en apercevoir avant, moi qui suis complètement parano vis-à-vis de toutes ces choses institutionnelles. Bon, Ouais. alors... Donc, le petit bouquin, en tout cas, Antonin Artaud, Van Gogh, le sujet de la société, c'est paru aux éditions Gallimard, à l'Imaginaire, et ça coûte 7 €. Ouais, mais quel peintre a eu cette... comment dirais-je, un artiste tel qu'Artaud pour parler de son œuvre, c'est quand même assez extraordinaire. Un hommage posthume vraiment intéressant, pour dire les choses gentiment. L'art est un corbeau à l'envers. Vincent, dis-moi le chant des blés. Savais-tu que tu vaux très cher quand à Auvers tu t'en allais? Couleur de femme ou de voyelle, nous resterons quelques abstraits à regarder pousser les ailes de ces corbeaux d'autoportrait, de ces corbeaux d'autoportrait. Ils sont rouges les hivers, que je ne sais si je déparle à ton esgourde de misère. Dis-moi que cherchais-tu en Arles? Il n'existait rien ni personne qui eût pu te tenir la main. Je dors auprès d'un téléphone à écouter pleurer demain, à écouter pleurer demain. d'Artaud, la mort aussi te croyait dingue.
inculpé d'usage de faux, à la galerie du dernier flingue. L'art est un corbeau à l'envers, et la folie couleur de blé. Vincent, je meurs d'un revolver, voyou qui ne sait pas viser. Vincent, je meurs d'un revolver, voyou qui ne sait pas viser. C'était Vincent, interprété par Johan Pau-Verdine. Bon, une chanson qui les ménage, hein, c'est moins qu'on puisse dire, voilà. Mais c'en est une qu'on entend moins souvent sur Van Gogh. Ouais. Bon, après, je passerai les tournesols de Ferrat, qui est beaucoup plus connu. Mais justement, j'avais envie d'en choisir, qui était un peu différent. Mais j'aime bien aussi la musique, avec ouais, c'est pas mal. Ouais, qui nous plonge un peu dans ce qu'il pouvait y avoir dans la tête de Van Gogh, quoi, dans ses tourments. Bien sûr. Oui, Van Gogh, le suicidé de la société, comme l'a nommé Antonin Artaud, et aussi Van Gogh, une mort passionnée, comme je l'écris, parce que c'est sa mort et sa passion de la peinture sont intimement mêlées. Je veux dire, passionné, il n'y a qu'un artiste passionné, comme on vous en citera d'autres au cours de cette émission, qui pouvait conduire à une telle tragédie, voilà. Parce que, bon, c'est pas quelque chose de raisonné, hein, c'est quelque chose comme sa peinture de très impulsif. Voilà, ces jours-là, il se baladait avec un pistolet que lui a refilé, je me souviens plus qui d'ailleurs. Et c'est presque involontairement qu'il s'est suicidé, si on peut dire ça. C'est parce que c'est ce qu'on pourrait envisager, puisque il n'est pas mort sur le coup en se tirant quand même une balle dans le corps. Voilà, il a souffert d'une manière atroce entre ce moment-là et le moment où il est mort, prostré sur son lit dans son petit hôtel pourri là de ce petit village aussi pourri de l'Oise. Donc moi je trouve tout pourri, à part lui, puisque il était victime quand même, il était victime du temps qu'il vivait, comme je l'évoquais brièvement avant de me faire remonter les bretelles par Pichicou. Heureusement qu'elle est là, parce que des fois, je pourrais faire l'émission en parlant d'un truc, quoi. Voilà. Moi, j'ai peut-être dû te laisser continuer, en fait. Oui. Enfin, une mort passionnée, parce que bon, tout le monde connaît évidemment l'histoire de l'oreille, et l'histoire aussi de son travail dans le borinage belge. Le borinage belge, vous savez, les mines en France, vous avez lu Vécherminal, vous avez vu le film, c'était déjà pas vraiment la gaieté. Mais alors le borinage belge, c'était ce qui se passait en France puissance 100. Là, c'était vraiment la misère de la misère de la misère. Les mineurs vivaient dans des conditions atroces. Voilà, par 700 mètres de fond, ils avaient à peine de quoi bouffer. Ils n'avaient pas, comme en France, dans les corons, des petits potagers pour bouffer, quoi. Ils avaient vraiment rien de rien. C'était la silicrose, c'était toutes ces maladies pourries des mineurs. Genre encore une fois pourries, mais bon, je trouve pas d'autres expressions. Et Van Gogh, déjà à ce moment-là, on voyait bien que il s'était dépouillé de tout, et de tout ce qu'il avait. Il vivait presque pire que les mineurs, qui avaient quand même une famille, etc. Ils étaient quand même un peu entourés dans leur misère. Van Gogh, il avait rien, et si bien qu'il s'est fait virer de son apostolat. Il était d'une congrégation protestante, et les hiérarques de
voilà, de cette congrégation l'ont viré comme un malpropre parce qu'il vivait vraiment, lui, il avait compris que il fallait vivre un peu comme le prophète Emmanuel, quoi, c'est-à-dire donner tout. Mais bon, l'Église, elle a jamais donné tout, au contraire, elle a pris un maximum, et elle a rien rendu, voilà. Et déjà là, il était déjà au bord de la mort, quoi, mais une mort, c'est un suicide, mais qui s'appelait pas comme ça. Il a rencontré évidemment une jeune femme blanchisseuse et à ses heures perdues prostituée pour pouvoir nourrir son gamin. Et il a essayé il a vécu avec elle, il a un moment, mais évidemment, lui, il filait tout son fric que lui envoyait Vincent dans l'achat de matériel, etc. Il n'y avait plus rien pour bouffer, donc au bout d'un moment, cette jeune femme en a eu marre et elle s'est tirée, voilà. Et là, c'était pour lui une épreuve terrifiante qui l'a conduit justement à retourner à Paris sur l'insistance de Théo, et puis après partir en Provence où la rencontre avec Gauguin, je dis ce fiefé salopard, qui avait aucune sensibilité, qui est un égocentrique, mais là, explosif, et ça s'est très mal passé, donc ça l'a rapproché encore un peu plus d'un acte désespéré. Il s'est fait interner, pour échapper un peu à lui-même, et voilà. Et puis la conclusion, ça a été cette tragédie dans un champ de blé sur le plateau derrière Auvers-sur-Oise. D'ailleurs, je vous recommande d'y aller, pas pour voir le champ de blé, ni les corbeaux, mais c'est vraiment magnifique comme région, très proche de Paris. Voilà, sur ce plateau, vous avez la vie paysanne comme elle était il y a 1 siècle, 2 siècles, 3 siècles, ça n'a pas beaucoup changé. Voilà. Et je comprends que Van Gogh puisse monter là-haut pour pouvoir faire les peintures magnifiques qu'il a faites à Auvers, et dont, c'est pas sur le plateau, mais l'église d'Auvers, qui pour moi, et j'ai appris, c'est Piquet-Roux qui m'a dit ça, que ils avaient reconstruit en partie l'église pour la déformer comme sur la peinture de Van Gogh. Ça, je voudrais bien voir ça, parce que moi, la fois où j'y étais allé, elle était toujours dans son jus, elle n'avait pas été modifiée. Voilà, et je l'avais trouvé moins sympa que la peinture de Van Gogh. Ouais, elle est vraiment très belle sur le tableau. Ouais. Voilà, un homme qui a été même rejeté en partie par sa famille. Son père était pasteur et il comprenait pas du tout la vie de son fils. Il y a que son frère Théo qui l'a toujours aidé. D'ailleurs, il est mort 6 mois après son frère, qui l'a assisté dans ses dernières heures de vie. C'est emblématique en même temps le suicide de Van Gogh, parce que après, dans la peinture moderne, il y a eu d'autres artistes qui se sont suicidés pour à peu près les mêmes raisons, pour pouvoir pas pouvoir vivre sa passion jusqu'au bout, ou la passion qui les bouffait, quoi. Il n'avait plus rien d'autre comme solution. Parce que j'ai discuté une fois avec un taulard qui avait fait 5 ans à Clairvaux et qui s'est suicidé. Il en avait échappé. Et il m'expliquait que le suicide, en tout cas pour lui, c'était inéluctable. À partir du moment où on s'est mis ça dans le cigare, il comparait ça à un couloir. Au bout, il y avait une porte. Et il fallait absolument qu'on ouvre cette porte, qui était le suicide, évidemment. Voilà, il y a une espèce d'inéluctabilité, si on peut dire ça comme ça, dans ce geste du suicide. C'est un petit peu comme les Japonais qui se font seppuku. Voilà, ils se mettent en condition, et une fois que la condition est arrivée à son point de non-retour, ils ne peuvent plus s'arrêter. Voilà, où il faut les maîtriser pour pas qu'ils se suicident. Mais c'est mental. Je veux dire, c'est une espèce de construction mentale irréversible, quoi. Une fois qu'on est engagé là-dedans, voilà. Mais il faut être à bout de tout. Il faut être vraiment dans des conditions particulières. Si tout baigne pour vous, si vous êtes dans la joie de vivre, voilà, et l'abondance, la suffisance, vous songez rarement à vous suicider. Un mec qui bouffe bien tous les jours, qu'il y a une femme aimante, une famille, etc. Normalement, ça doit se passer correctement. C'était absolument pas le cas de Van Gogh. Voilà. Toi, tu disais du coup que tu avais vu dans cette dernière toile là, des corbeaux, des signes en fait. Et puis c'est confirmé par Artaud. J'avais pas encore lu Artaud. Oui, c'est marrant parce que je connais cette toile depuis mon adolescence. Et là, c'est quelques jours derrière. Je suis un peu tardif. Moi, je suis un peu toujours en retard, mais bon. Et là, ça m'a frappé d'un seul coup. J'ai vu ce que Van Gogh avait mis là-dedans. Peut-être par devers lui, c'était son subconscient qui parlait. Mais les corbeaux, le ciel orageux, les blés qui ont une couleur, c'est pas les blés de Van Gogh, c'est les blés ternes, etc. Ce ciel de Sénéoise, là, qui était vraiment
on sent, voilà, ça annonce le suicide, il n'y a aucun doute. Voilà, et à la fin de sa séance de peinture, il s'est flingué. Oui, bien sûr. Oui. Et là, on pourrait, je pense que si on regarde la toile suffisamment régulièrement, assez longtemps, etc., on pourrait vraiment découvrir la vie de Van Gogh dans cette toile unique. Ouais, celle-ci, elle n'était pas au musée d'Orsay, effectivement. Non, ça dérange peut-être. Comme ça a dérangé cette jeune femme. Là. Je sais pas, j'en ai pas parlé, non? Si, j'en ai parlé. Voilà. Bon voilà, c'est tout, mon petit délire est terminé. Ouais. Donc oui, mais on peut parler donc de films effectivement qu'on a regardé hier, là le film de Minnelli qui insiste bien. Je trouve que Kirk Douglas interprète quand même très bien Van Gogh quand il est complètement pris par son travail. Quand il y a cette intensité de boulot qui lui fait complètement perdre la tête, quoi. Je trouve que c'est vraiment bien représenté. Ça lui fait perdre la tête au sens propre et figuré, parce que il se prend la tête dans les mains, etc. Tout lui échappe. C'est le mec, il est en comment dirais-je, il est dans un trip, quoi, comme quand on shoot à l'héroïne ou à d'autres substances illicites. Alors c'est vrai que même si c'est un film de 56, donc qui est daté, parce qu'effectivement il y a des décors, enfin on sent qu'il y a des scènes d'extérieur filmées en intérieur, mais c'est pas grave. En fait on passe outre, quoi. Moi je vois jamais ces choses-là piquer coup. Elle voit les scènes d'extérieur tourner en intérieur. Moi je fais pas gaffe parce que je suis dans le film comme un bébé, ou pas un bébé, comme un gamin qui a un sucre d'orge immense, et puis il devient le sucre d'orge. Voilà, c'est tout. Ouais, sinon, il y a le film aussi de Piala qui s'appelle Van Gogh. Un film de 91, donc avec Dutronc. Ouais, j'aime bien Dutronc aussi. Je trouve que les deux interprétations sont vraiment extraordinaires, parce que Dutronc, surtout la scène finale quand il meurt dans cet hôtel, de ce petit village de l'Oise, là, il se passe quelque chose d'énorme, quoi, parce que dans son jeu, vraiment, on est avec lui, on est dans cet hôtel à cette époque-là, on assiste à sa mort, on est à côté de lui, et on souffre vraiment, on ressent sa souffrance. C'est un jeu extraordinaire. Puis Piala était évidemment un peintre raté, donc il parlait bien des peintres qui avaient réussi, ou raté leur vie, mais réussi leur œuvre, quoi. Ouais. Mais en fait, c'est vrai que dans le film de Piala, la partie d'Auvers-sur-Oise, c'est tout le film, alors que dans le film de Minnelli, c'est simplement le dernier quart d'heure. Ouais, mais le dernier quart d'heure quand même assez intense. Ouais, dans le film de Piala, il y a quand même quelque chose, il y a une documentation sur, quand on le voit dans le petit hôtel, là, qui prépare ses pinceaux, et on lui a réservé une petite salle pour mettre son matériel, entreposer son matériel, des petits détails comme ça qui ajoutent à la compréhension de cet artiste. Voilà. Puis j'ai trouvé un autre film de Altman de 90 sur les relations entre Théo et Vincent. Mais bon, celui-là on l'a pas vu, on peut pas vous en dire. On va pas en sortir, parce que quand Pichigous m'a fait des recherches, on sait quand ça commence, mais on sait pas où ça finit. Donne-nous des crânes de braise, des crânes brûlés au foudre du ciel, des crânes lucides, des crânes réels, et traversés de ta présence. Fais-nous naître aux cieux du dedans, criblés de gouffres en averse. Et qu'un vertige nous traverse avec un ongle incandescent. Rassasie-nous, nous avons faim de commotions intersidérales. Averse-nous des laves astrales à la place de notre sang. Détache-nous, divise-nous avec tes mains de braise coupantes. Ouvre-nous ces routes brûlantes où l'on meurt plus loin que la mort. Fais vaciller notre cerveau au sein de sa propre science. Et ravis-nous
l'intelligence aux griffes d'un typhon nouveau. Voilà, donc c'était en fait un texte qui s'appelle Prière. Donc c'était un poème d'Antonin Artaud qui était chanté par Jean Vasca. En fait, j'ai interverti un petit peu les musiques, donc ça prépare à ce que je vais raconter. Et les tournesols de Jean Ferrat, on l'écoutera après. Ouais. Moi, j'étais content d'y avoir échappé. Non, tu n'y échapperas pas. Non. Vous êtes toujours sur Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste, sans Dieu, sans maître, sans pub. Voilà, vous en chercherez des radios comme ça. À Racaille, avec Piquet-Cou, qui est en charge du studio, accompagné ce matin par un jeune homme, bien fait sur lui, mais le neveu d'une autre camarade Thierry, qui anime Blue en Liberté, une émission mythique de la radio qui sévit depuis quelques décennies, mais sans jamais nous décevoir. Ouais, ça, c'est la brosse à reluire. C'est le moment brosse à reluire. Il faudra faire une pause de brosse à reluire pour moi. Mais en tout cas, c'est sincère. Ce que je raconte, j'aime beaucoup cette émission de jazz, du blues surtout. Voilà, je suis plus blues que jazz moderne. Et ce jeune homme vient un mois dans nos locaux pour en quelque sorte un peu s'imprégner de ce qui se passe ici. J'espère que ça l'imprégnera bien, qu'il va pas repartir d'ici complètement déglingué. Peut-être que dans un mois, en fait, on viendra même pas. Voilà, mais bon, ça fait toujours plaisir d'accueillir des jeunes gens dans cette émission animée par des vieux. Enfin, en tout cas, un vieux, parce que l'autre, la petite Piquet-Cou, elle n'est pas si vieille que ça. Elle est un peu trop vivante. Mais bon. Et tout de suite, elle va vous narrer un blabla sur Pierre-Antonin Artaud. Sur Antonin Artaud, ouais. Donc, poète... oui, pas pour Prière ou Pierre. Non, Prière, c'était la chanson. Oui, d'accord. Donc, poète, auteur et metteur en scène de théâtre, comédien, plasticien, considéré comme un génie par les uns, comme un fou par les autres, Antonin Artaud est né à la fin du 19e siècle à Marseille. Il est perturbé très jeune, donc par des troubles nerveux, une douleur physique, de l'angoisse, des hallucinations qui ne le quitteront pas et l'obligeront à prendre des drogues tout au long de sa vie, comme du laudanum, de l'arsenic, du bismuth, de l'opium. Ah, l'opium, c'est pas mal. Ouais. Mais l'opium s'y est mis un petit peu plus tard. Troubles à cause desquels il sera interné à plusieurs reprises et de longues années. Donc, écrivain et poète, Antonin Artaud est édité à la NRF chez Gallimard dès 1920. C'est Jacques Rivière, au départ, qui refuse son manuscrit, mais par contre qui publie la correspondance qu'ils entretiennent ensemble sur l'écriture. Antonin Artaud lui explique que son écriture est une lutte contre la pensée qui l'abandonne, le néant qui l'envahit. Il travaille aux côtés des surréalistes aussi, avec André Breton, jusqu'à ce qu'il soit remercié de sa participation après son manifeste sur le théâtre. Il participe également à de nombreuses revues. Il a un peu le génie des titres aussi pour ses bouquins, comme L'Ombilique des Limbes, Le Pesner, Tric-Trac du ciel. C'est un homme de théâtre, comédien et metteur en scène, qui écrit et joue au Théâtre de l'Atelier avec Charles Dulin, puis ensuite qui fonde le Théâtre Jarry. Et il définit une conception nouvelle de l'art dramatique dans un manifeste publié aussitôt. Si nous faisons du théâtre, ce n'est pas pour jouer des pièces, mais pour arriver à ce que tout ce qu'il y a d'obscur dans l'esprit, d'enfoui, d'irrévélé, se manifeste en une sorte de projection matérielle. Donc il révolutionne le théâtre avec le concept de théâtre de la cruauté, donc un écrit qui s'appelle Le théâtre et son double, et il cherche à créer chez le spectateur un état d'hallucination, de peur, à le confronter à une action, mais sans conséquences pratiques. C'est un acteur de cinéma. D'ailleurs, à l'exposition il y avait un grand écran, donc là on pouvait le voir sans problème, où il y avait plusieurs extraits de films dans lesquels jouait Antonin Artaud. Il interprète principalement Marat dans le Napoléon d'Abel Gance. Par contre, malgré la vingtaine de films dans lesquels il tourne, il n'obtient jamais le premier rôle, ni même un second rôle important. Par contre, le cinéma lui permet de tenir financièrement. Il voyage au Mexique, où il va rejoindre à cheval les Indiens Tarahumara's, qui vont l'initier au rite du peyote.
Puis un voyage en Irlande qui tourne court. Il est retrouvé vagabond, faiseur de troubles publics. Il est violent. Donc de là, il est rapatrié en France, puis interné d'abord à Sotteville-lès-Rouen, puis ensuite à Sainte-Anne, à Villévrard et puis à Rodez. Et sur son dossier, on mentionne le terme graphorie, c'est-à-dire qu'il a un besoin compulsif d'écrire. C'est à Rodez qu'il va subir plus de 50 séances d'électrochoc et il ne sortira de l'hôpital de Rodez qu'en 1946, soit après 10 années d'enfermement grâce au soutien de ses amis qui pourront le soutenir par la suite. Il peut ainsi continuer à travailler et donnera quelques entrevues radiophoniques avec un ton très particulier. Il faut vraiment aller l'écouter pour entendre cette voix un peu solennelle. Les malades, donc une conférence, c'est les malades et les médecins, puis aliénation imaginaire, ou alors pour en finir avec le jugement de Dieu. Il donne ses dernières conférences au Théâtre du Vieux-Colombier. Là, il y a plus de 900 personnes qui sont venues l'écouter, comme André Gide d'ailleurs et André Breton. Et il pose le cadre de son Théâtre de sang. Son dernier ouvrage sera sur la culture indienne. Durant cette période, il est hébergé dans une clinique d'Ivry-sur-Seine, mais libre de ses mouvements, ce qui va lui permettre d'écrire plus de 400 cahiers d'écoliers. Il dessine des autoportraits, des portraits de ses amis, des dessins qui sont à la mine de plomb, aussi avec des craies de couleur. Et il sera retrouvé mort au pied de son lit le 4 mars 1948 au matin, donc à peu près un an après la sortie de Van Gogh, le suicide de la société. Pour sa mort, donc probablement d'une overdose d'un de ses médicaments, apparemment dont il ne maîtrisait pas trop la dose. Donc dans l'exposition là, à Orsay, on peut voir quelques-uns de ses dessins, de ses autoportraits aussi dans la dernière salle. Oui, enfin si vous avez la chance de pouvoir voir à travers le mur de dos qui se dresse entre vous et les dessins. Mais là il y avait un peu moins de monde, moi j'ai trouvé devant les dessins d'Antonin Artaud. Ouais. Donc on peut voir aussi sur internet, pour ceux qui peuvent aller sur le net, donc un documentaire, c'est Un siècle d'écrivains de Bernard Rapp en 2000. C'est un petit documentaire qui fait 46 minutes, donc qui est sur la vie d'Antonin Artaud. Et je trouve que c'est un doc qui est très très bien fait, avec des extraits de textes, de films, de lettres. Et ce doc nous permet vraiment d'approcher la personnalité d'Antonin Artaud. Sinon, il y a Gérard Mordillat aussi qui a réalisé 2 longs métrages en compagnie d'Antonin Artaud et le véritable histoire d'Antonin Artaud, le Momo. Mais ça, je ne les ai pas regardés. Pourquoi le Momo ? Je sais pas. Hein ? Je sais pas, c'est vrai. J'aurais dû chercher, mais là, tu vois. Bon, on cherchera, puis on vous dira. Si on s'en souvient. Mais le doc, là, je l'ai mis, je vais le mettre en lien. Je l'ai mis en lien sur le blog. Il est vraiment très bien fait, ce petit doc sur Un siècle d'écrivains. Antonin Artaud, faut se plonger dedans pour arriver à saisir. C'est comme Van Gogh, toute cette personnalité complètement tourmentée, effectivement, qui par moments peut paraître complètement fou, mais avec en même temps des éclats, de la lucidité, un génie, une écriture incroyable. Ouais, bon, on en a eu un petit aperçu. D'ailleurs, vous pouvez trouver à Libraire Publico dans la collection Imaginaire Gallimard, et pour environ 6 €, le bouquin Le suicide de la société d'Antonin Artaud. C'est un petit bouquin, et l'avantage des petits bouquins, c'est qu'on peut les compulser souvent. On s'y retrouve assez facilement, plutôt que d'avoir des pavetons de 700-800 pages. Voilà, puis on va mettre ça dans sa poche, ça peut vous accompagner un peu partout. Surtout dans ce bouquin, il y a des passages qu'il faut vraiment lire, relire. Ouais, bien sûr. Parce que l'écriture n'est pas toujours accessible à la première lecture. Ouais, non, mais on s'en rend très bien compte dans l'extrait que tu as lu, je crois. Ouais. Donc maintenant, Robert, les tournesols. C'est quoi ? Les tournesols de Jean Ferrat, maintenant, pour ton plus grand plaisir. Ah, d'accord, oui. Bon, bah écoute, noir et famélique, ma pauvre graine de clodo, toi qui vécus fantomatique en peignant tes vieux godillots. Toi qui allais la dalle en pente, toi qu'on jetait dans le ruisseau, qui grelottais dans ta soupente en inventant un art nouveau. T'étais 0 au top 50, t'étais pas branché comme il faut, avec ta gueule hallucinante pour attirer les capitaux. Mais dans un coffre
climatisé. Au pays du soleil levant, tes tournesols à l'air penché dorment dans leur prison d'argent. Leurs têtes, pas jamais figées, ne verront plus les soirs d'errance. Le soleil fauve se coucher sur la campagne de Provence. Tu allais ainsi dans la vie, comme un chien dans un jeu de quilles. La bourgeoisie de pacotille te faisait le coup du mépris. Et tu plongeais dans les ténèbres, et tu noyais dans les bistrots l'absinthe à tes pensées funèbres, comme la lame d'un couteau. Tu valais rien au hit parade, ni à la une des journaux, toi qui vécus dans la panade, sans vendre un seul de tes tableaux. Mais dans un coffre climatisé, au pays du soleil levant, tes tournesols à l'air penché dorment dans leur prison d'argent. Leurs têtes, à jamais figées, ne verront plus les soirs d'errance. Le soleil fauve se coucher sur la campagne de Provence. Ta palette frémissante ne souffre pas les d'infini. Ta peinture comme un défi lance une plainte flamboyante. Dans ce monde aux valeurs croulantes, Vincent ma fleur, mon bel oiseau, te voilà donc Eldorado de la bourgeoisie triomphante. Te voilà star du top 50, te voilà branché comme il faut. C'est dans ta gueule hallucinante qu'ils ont placé leurs capitaux. Mais dans un coffre climatisé, au pays du soleil levant, tes tournesols à l'air penché dorment dans leur prison d'argent. Leurs têtes, à jamais figées, ne verront plus les soirs d'errance. Le soleil fauve se coucher sur la campagne de Provence. Voilà, donc c'était Les Tournesols, interprétés par Jean Ferrat. Sur Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste, qui ne change pas, c'est toujours sans Dieu, sans maître et sans pub. Voilà. Ah, on est content. Et puis, pour vous causer tout de suite dans le poste des suicidés de l'art, si on peut dire ça. Comme ça, je sais pas si c'est très juste comme expression. Enfin, d'autres suicidés de la vie, en tout cas. Que sont Pollock, Emprom, suivi de Stahl, ou de Stel, en Deuze, et puis le dernier en date, Buffet, voilà, qu'on aime pas, peu importe, mais sa fin tragique attire quand même l'attention, c'est moins qu'on puisse dire. Voilà, Pollock, dont vous connaissez peut-être le travail, il est moins connu que Van Gogh, évidemment, mais enfin, ses œuvres, à lui aussi, se vendent des millions et des millions de dollars, des dizaines de millions de dollars, maintenant, comme les Van Gogh, voilà, et qui était aussi un écorché de la vie, comme Van Gogh. Par contre, je suis pas tout à fait d'accord avec l'alcoolisme soi-disant alcoolisme de Van Gogh. Il n'était pas alcoolique du tout. Il a picolé, c'est vrai, mais c'était pas comme Pollock, par contre. Lui, alors là, c'était vraiment un addict de la dive bouteille, qui se défonçait, mais alors d'une manière sanglante. D'ailleurs, il est mort défoncé d'une manière sanglante en bagnole. Malheureusement, il avait avec lui deux belles plantes, deux jeunes filles, et une des deux est morte. Voilà. Bon,
C'est comme ça qu'il avait décidé de mettre fin à sa vie, à une période où, évidemment, il avait perdu, si vous voulez, cette passion qui l'animait quand il faisait son dripping. Une passion brûlante, et quand il y a une baisse de tension, ce genre de passion brûlante, vous allez vous en rendre compte avec de Stel et Buffet. Voilà, la réponse pour ces gens-là, comme Van Gogh, c'est le suicide. Bon, et lui, il a décidé de se suicider en voiture. Il était complètement chargé. Et voilà, c'est peut-être ça qui permet parfois à des suicidés de la vie d'en finir définitivement. Pollock qui a une œuvre brève comme Van Gogh, comme tous ces gens-là, comme tous ceux dont on parle. Peut-être Buffet, non, il avait plus de 60 ans quand il s'est envoyé en l'air, mais bon. Ils sont tous envoyés en l'air à peu près pour les mêmes raisons, plus ou moins. En tout cas, pour Pollock, ce qui est sûr, c'est qu'il en avait fini avec le dripping. Il arrivait à une apogée, et puis après, pof, c'est retombé comme un flanc. On dit pas un flanc, c'est comme un soufflet. Voilà. Et je pense qu'il n'a pas pu supporter. En plus, il avait quitté sa femme, qui était une artiste admirable et qui le soutenait, qui le comprenait. Mais il lui faisait une vie tellement insupportable qu'à un moment, elle a levé les pouces. Et voilà, et ça n'empêchait pas qu'elle l'aimait toujours, mais elle pouvait plus vivre avec lui parce qu'il était, voilà, quand on vit en permanence en enfer, si on peut en sortir, je pense qu'on n'y reste pas, qu'autrement on fait comme Jane Hepburn, on se balance par une fenêtre, voilà. Et puis alors voilà pour Pollock, je vais pas vous en faire des tartines parce que la fin de l'émission se profile quand même. Bon, je peux vous parler de. C'est pas toi qui veux parler de Stel, si je peux en parler. Je peux en parler un petit peu. Ouais, Nicolas de Stel, donc ce prince russe là donc lui est mort. Il avait effectivement 41 ans. Et c'est pareil, c'est une vie complètement imprégnée de peinture où tout ce qu'il gagnait servait à acheter, même pendant la guerre, en fait, le peu d'argent qu'il avait servait à acheter des tubes de couleurs, quitte à sacrifier le lait pour le bébé ou la nourriture pour le ménage, puisque sa première femme était morte justement à cette période de misère. Et en fait, Nicolas de Stel, à la fin de sa vie, en fait, retourne vivre dans le Midi à Antibes. Et là, c'est pareil, pendant 6 mois, on sent qu'il y a une intensité de travail. Il peint plus de 300 toiles donc dans ce peu de temps. Et il commence à être connu. Il va retourner à Paris voir un concert parce qu'il a fait pas mal de toiles sur la musique. Il est passionné de musique. Il redescend et il peint cette toile, le concert, qui sera inachevé. Et après, il se jette aussi de la fenêtre de son atelier brutalement, quoi. Ouais. Voilà, de Stel qui était un homme hypersensible, enfin vraiment, comme tous ces artistes évidemment. Et puis plus récemment, on a Bernard Buffet. Alors lui, il s'est suicidé parce qu'il pouvait plus peindre. Il a été atteint de la maladie de Parkinson et il s'était brisé un avant-bras ou le poignet, je sais plus, et ça se ressoudait pas parce qu'avec la maladie de Parkinson, c'est très difficile que les os se ressoudent, quoi. Donc il pouvait plus tenir un pinceau, mais il a pas pu tenir très longtemps comme ça à l'écart du travail parce que c'était un travailleur aussi forcené, acharné. Bernard Buffet. Je dis, peu importe qu'on aime, il est pas à la mode, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Voilà, il est plus à la mode en tout cas, et les peintres qui sont pas à la mode, voilà, ils disparaissent de tout. On lui refuse même son marchand Garnier, c'est ça, la galerie Garnier, son marchand qui vit toujours, a essayé de refourguer toute sa collection de Buffet à des villes pour qu'il fasse un musée pour Bernard, et tous refusent, quoi, voilà. Y a des mecs qui ont du pot, comme celui qui peint tout en noir, Soulage, oui. Oui. Ce vieux schnock. Lui, par contre, il a un musée que la ville de... merde. Oui, enfin, il y a une ville du sud qui lui a construit un musée qui coûte à avoir la peau du cul. Ça a pas mis tout le monde d'accord sur un coup comme ça, et il leur refile 500 toiles, voilà. Bon. Je pense que Bernard Buffet, ça doit être quelque chose de quelques centaines de toiles aussi, mais ouais. Alors il faut dire que ce peintre qui fait tout en noir,
D'abord, quand j'aime pour les gens, je retiens pas leur nom, c'est fou. Hein. Eh bien lui, évidemment, en ce moment, s'il est coté internationalement assez haut, et donc évidemment, ça aiguise des appétits. Ouais. Voilà, donc on lui a construit un musée superbe, ça a créé une polémique d'ailleurs pour le coût de ce musée, et d'autre part, lui, s'il n'est pas prêt de se suicider, il a plus de 90 ballets, et toujours en pleine forme. Voilà, donc ces trois, qu'est-ce qu'il y a de commun entre ces trois artistes suicidés, c'est leur en plus de Van Gogh, c'est leur passion, évidemment, pour leur métier, qui parfois est retombé, je veux dire, comme un soufflet au fromage, et ils n'ont pas supporté, quoi. Ou alors c'est un épuisement, ce va être le cas de Stel, un épuisement, parce qu'on fait pas 300 toiles comme ça, c'est pas anodin, un épuisement moral, un épuisement physique aussi, parce que s'il devait être complètement vidé, ça peut conduire aussi de plus voir ce qu'on peut plus projeter dans l'avenir, quoi, c'est ça. Être incapable de se projeter dans l'avenir. Et puis Buffet, lui, c'est parce que il était empêché de peindre, et c'était toute sa vie, quoi. Il avait commencé, il avait une vingtaine d'années, avec le succès, d'ailleurs, un succès énorme. Et puis après, c'était un peu aussi, c'était moins évident. Voilà, mais il travaillait toujours énormément. Et le fait de ne plus pouvoir le faire, ça l'a conduit au suicide. Voilà. Ouais. Alors Bernard Buffet, lui, s'est mis un sac en plastique sur la tête. Hein, oui, il s'est mis un sac en plastique noir avec dessus marqué Bernard Buffet. C'était un sac en plastique de son galériste ou un truc comme ça, quoi. Et puis voilà, il a refermé tout ça et il a attendu que ça se passe. Il paraît que c'est une mort douce. Bon, je veux bien, mais... Ouais, apparemment, il était avec sa femme, elle était lui préparer à manger. Pendant ce temps-là, il s'est mis un sac en plastique sur la tête, quoi. Ouais, et quand elle est revenue, et puis, cette pauvre femme... Annabelle. Hein? Annabelle, elle est devenue alcoolo. Elle était peut-être déjà, mais là, elle a forcé la dose. Et ça l'a pas arrangé non plus. Ouais, elle qui était si jolie, quand il y a une photo où on les voit quand ils se rencontrent là dans le sud, ils sont tous les deux absolument magnifiques. Ouais, elle a un côté androgyne. Ouais, tout à fait. Les physiques aimaient bien Bernard Buffet apparemment. Oui, tout à fait. C'était c'était ça, son art. C'était les corps androgynes, aussi bien en peinture qu'en sculpture, en gravure, etc. Pour moi, c'était un grand artiste, en tout cas un grand praticien, voilà, qui est injustement oublié, mais il faut dire qu'il y en a tellement d'autres qui ont été oubliés pendant plusieurs siècles, je le répète à chaque fois, Rembrandt, le Caravage, Vermeer, etc. Donc, il était en bonne compagnie. Ne préviens pas, ça arrive, ça vient de loin. Ça s'est traîné de rive en rive, la gueule en coin. Et puis un matin au réveil, c'est presque rien, mais c'est là, ça vous ensommeille, au creux des reins. Le mal fleur en boutonnière ou juste à la pointe du sein. C'est pas forcément la misère, c'est pas Valmy, c'est pas Verdun, mais c'est les larmes aux paupières au jour qui meurt, au jour qui vient. Le mal soit d'Égypte ou bien d'Afrique ou de la porte Saint-Martin. On fait tous la même prière, on fait tous le même chemin, qu'il est long quand on doit le faire avec son mal au creux des reins. Ils ont beau vouloir nous comprendre, ceux qui nous viennent les mains nues, nous ne voulons
plus les entendre. On ne peut pas, on n'en peut plus. Alors seul dans le silence d'une nuit qui n'en finit plus, voilà que soudain on y pense à ceux qui n'en sont pas revenus. Du mal de vivre, leur mal de vivre qu'ils devaient vivre, vaille que vivre, et sans prévenir, ça arrive, ça vient de loin, ça s'est promené de rive en rive. Rire en coin. Et puis un matin au réveil, c'est presque rien, mais c'est là, ça vous émerveille au creux des reins. La joie de vivre, la joie de vivre, viens la vivre. C'était Barbara, le mal de vivre. Sur Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste, toujours sans Dieu, sans mettre, sans pub. Le blog de l'émission aussi, je rappelle, c'est un nouveau blog, www.aracaille.fr, c'est tout simple, www.aracaille.fr. Voilà. J'ai déjà mis des liens par rapport à l'émission d'aujourd'hui, donc il n'y a plus qu'à mettre la petite vidéo de l'émission que ce soir. Voilà, et puis maintenant on va causer des exploits de pas banquiers, enfin c'est Piquet-Coup qui va vous mettre au jus, les exploits de pas banquiers au musée d'Orsay, Auvers-sur-Oise. Voilà, t'as tout dit. Non, tu peux commenter un peu. Non, il n'y a pas grand-chose, musée d'Orsay, on vient d'en parler pendant une demi-heure, une heure. Donc moi je pense que si on peut le voir en nocturne, c'est comme une expo à voir malgré tout, parce qu'il y a quand même de très belles toiles de Van Gogh. Ouais, très belles, oui. Ouais. Auvers-sur-Oise, Auvers-sur-Oise, donc là il y a, je pense, une exploitation un peu économique quand même du passage de Van Gogh, parce qu'apparemment il y a la chambre qu'il avait à l'auberge Ravoux qui a pas été louée depuis, donc on peut visiter pour 6 €. Bon, c'est peut-être un peu cher pour voir un lit dans une chambre, je sais pas, mais peut-être plutôt se balader dans le coin, quoi. Oui, bien sûr. Oui. Je vous dis, sur le plateau. Oui, apparemment tout l'été il y a des trains, mais seulement le week-end, qui font Gare du Nord, Auvers-sur-Oise direct pour je crois 12 €, donc pourquoi pas, quoi. Pourquoi pas. Et puis donc il y a une expo, pour rester avec les impressionnistes, il y a une expo Caillebotte à Hyères. Donc Hyères, c'est pas très loin de Melun, donc il y a une 40aine de toiles qui sont exposées dans la maison familiale de Caillebotte, là où il a peint ses tableaux. Qui n'est plus la maison familiale. Non. Qui appartient à la ville maintenant. Ouais. Et la propriété Caillebotte, c'est 8 rue de Concy, 91 330 à Hyères, entrée libre de 9h à 20h30 du 1er avril au 30 mai, de 9h à 21h, du 1er juin jusqu'au 31 juillet. Ouais. Alors entrée libre, mais apparemment je suis pas sûre que l'exposition soit entrée libre. À l'expo, je crois que c'est vraiment étonnant. Voilà, c'est entre 5 et 9 €. Ouais, d'accord. Eh bien, on va maintenant évoquer les œuvres de notre cher FA. Oui. Tout d'abord, la petite maison d'édition, petite par le nombre de livres édités et par le personnel aussi, parce que c'est un militant qui l'anime, on dit un mandaté. Les éditions du Monde Libertaire, pour un bouquin sur Pierre-Joseph Proudhon, ou L'Esprit libertaire. C'est un recueil commenté de divers textes polémiques, principalement issus de son activité de journaliste et de sa correspondance. Pour 6 €, collection hors collection, auteur Élisée Sarin. Voilà. Et puis une autre œuvre, Le Monde Libertaire, l'hebdo de la Fédération anarchiste, sans Dieu, sans mettre, sans pub, qui paraît une fois par semaine,
et qui est en dépôt de presse à la Librairie Publico, ainsi que ses petits frangins, le hors-série et le quinzomadaire gratuit en dépôt de presse, le Monde Libertaire qui pulse avec des articles de fond, des plumes et des plumes hors FA, mais qui sont sympathisants de la FA. Voilà, des textes de militants aussi sur l'anarchie, mais sur d'autres sujets, évidemment moins engagés, mais tout aussi passionnants, avec des cartoonistes qui ne doivent rien à personne. C'est ce qu'on peut dire, c'est des jeunes cartoonistes, hein. Tout le monde est jeune là-dedans. Voilà, ce journal est fabriqué, si on peut dire cette chose, par des militants, qui sont évidemment non rémunérés. Voilà, je rappelle quand même que Georges Brassens, notre pote Brassens, a été pendant 3 ans pigiste au Monde Libertaire. Voilà, quand même, hein. Bon. Le Monde Libertaire que vous pouvez aussi soutenir par un abonnement, évidemment, avec le hors-série et le quinzomadaire qui est gratuit, mais bon, des petites thunes de la Tivo, quoi. Voilà. Dans le dernier Monde Libertaire, il y a un article sur l'exposition du musée d'Orsay. Dans le dernier Monde Libertaire, là, cette semaine, il y avait un article sur l'expo du musée d'Orsay. Ouais, c'est vrai, écrit par Salcedo, enfin un militant du Monde Libertaire qui fait partie du groupe anartiste et qui participe aussi à l'édition de ce magazine consacré à l'art contemporain, vu par des libertaires, quoi. C'est évidemment des artistes qui sont proches de nos idées. Voilà. Salcedo, je crois que c'est son nom. Ouais, je pense que c'est un. Et entre autres, ce militant a un kiosque à Paris. C'est dommage, Thierry a donné l'adresse et tout. Et évidemment, dans son kiosque, c'est un peu atypique par rapport au kiosque habituel. C'est que c'est consacré pratiquement aux publications anarchistes. Voilà. Il a écrit d'ailleurs, oui, comme l'a dit Picot, un article dans le Monde Libertaire consacré à cette expo. Mais en fait, je crois que mon micro était coupé, donc oui, c'est ça. Les auditeurs n'ont pas dû entendre ce que je disais. Ouais, tu peux le redire. Voilà, que donc dans le Monde Libertaire de cette semaine, il y avait un article sur l'exposition Van Gogh Artaud à Orsay. Oui, par ce militant kiosquier. Et c'est quand même quelque chose. Hein. Voilà. Et oui, et puis je vous, de temps en temps, je vous parle de ce magazine à l'artiste qui existe depuis quand même quelques années, qui a parution épisodique évidemment, mais qui est souvent bien documenté, avec des images, etc., sur l'art plutôt contemporain, si on veut pas dire l'art installation et tout ça, mais les gens les artistes qui sont défendus ou présentés par ce magazine sont des gens d'aujourd'hui. Vous voyez, c'est pas des gens d'hier, pas trop d'hier en tout cas. Voilà. Probablement aussi que cette publication un artiste, vous pouvez vous y abonner et en tout cas elle est à la Librairie Publico, elle est dans les rayons consacrés à la presse alternative ou libertaire, voilà, à droite en rentrant, derrière, ça commence je crois derrière le petit bureau de Laurent, notre permanent bien-aimé, qui anime la Librairie Publico, voyez-vous, hein, bon. La Librairie Publico, auquel vous pouvez évidemment souscrire aussi à un plan d'épargne, parce qu'elle a vraiment besoin d'être soutenue. Une librairie libertaire, évidemment, avec des écrits des théoriciens de l'anarchie, des penseurs et militants d'hier, de l'Association internationale des travailleurs à l'Espagne révolutionnaire de 1936, ou de ceux et celles qui aujourd'hui continuent le combat libertaire. Écrits et ouvrages sur les révolutions, la Commune de Paris, l'Espagne de 36, la Révolution russe de 17 et française de 89 et 48, le mouvement ouvrier, l'économie, le syndicalisme, l'antifascisme, le féminisme, le situationnisme et le marxisme anti-autoritaire, les médias, la prison, l'écologie, mais aussi les littératures prolétariennes, générales, érotiques, d'anticipation, ou encore du roman noir. Vous voyez, c'est quand même éclectique, hein. On s'ennuie pas. Ce sont plus de 5000 titres qui sont disponibles. La librairie propose également une sélection de CD et de DVD. La presse libertaire y est bien sûr disponible, ainsi que des infos militantes. La librairie du Monde Libertaire, c'est aussi un lieu de rencontre. C'est aussi un lieu de rencontre, j'insiste là-dessus. Et d'échange. On s'y rencontre et on échange, qui vous propose régulièrement des débats, des projections et des expositions.
le contact téléphonique, si vous voulez en savoir plus tout de suite, si vous êtes impatient, si vous trépignez, le 01 48 05 34 08 145 rue Amelot à Paris dans le 11e métro Oberkampf, fille de Calvaire, un peu blanchant. Voilà. Pour la librairie, et puis cette radio que vous écoutez en ce moment, merci beaucoup de nous écouter, ça nous fait chaud partout. Et c'est la radio évidemment de la Fédération anarchiste, Radio Libertaire, qui émet depuis Paris et diffuse aussi sur Internet, n'est-ce pas? Mais vous allez sur le net si vous avez le net, évidemment. Maintenant, c'est de plus en plus rare de ne pas l'avoir, mais il y a toujours des résistants, hein, et nous, on aime les résistants. Voilà, vous écoutez, vous allez sur Radio Libertaire, et là, vous aurez toutes les informations que vous désirez connaître sur notre mouvement et sur la radio aussi. Vous pouvez réécouter toutes ces émissions pendant un mois en podcast, quoi. Voilà. C'est ça, Dominique. Elle me regarde d'un air sévère. Tout à fait. Qu'est-ce qu'il veut encore dire comme connerie? Bon. Je suis touché quand même. Voilà. Radio Libertaire, donc, cette fédération. Oui, parce que Radio Libertaire, non seulement, il y a une carte d'auditeur que vous pouvez retirer à la Librairie Publico qui vous coûtera 21. Voilà, je vous propose pas de la voler parce que bon, c'est dans le tiroir de Laurent. Alors on n'est pas de peau, c'est pas en rayon. Et puis parce que si vous voulez, comme je le répète à chaque fois, mais il y a peut-être des nouveaux auditeurs qu'il faut éclairer. Cette radio a du matos un peu sophistiqué, et comme tous ces sophistiqués, c'est de plus en plus fragile, de plus en plus compliqué. Ça va pas en simplifiant la technique, ça va en se compliquant. Voilà, donc on a évidemment un camarade ingénieur du son qui s'en occupe bénévolement, mais à tout moment, parce que ça peut péter la nuit, le jour, bref, pendant les vacances, et il est là, il assure la permanence de l'entretien, de la maintenance, voilà. Et puis aussi, parce qu'il y a quand même une centaine, que je dis 200 mains, qui tripotent les petits potards dans la régie, dont celle de Piquet-Coup en ce moment. Voilà. Donc vous comprenez que tout ça nécessite de la thune. Et voilà, parce que notre permanent réparateur, si on peut dire, de la radio, lui, il est pas payé, hein, il fait ça gratos en plus, hein, il faut le faire, hein, quand même. Alors, si vous pouvez nous aider en prenant cette carte d'auditeur, et puis aussi, il y a une souscription, que vous pouvez envoyer de la thune. Vous voyez, ça fait jamais de mal aux petites structures comme nous, qui n'avons que vous pour nous aider. Il y a nous, qui nous aidons, déjà, et puis vous, qui venez en renfort. Voilà. C'est tout ce que j'avais à vous. Il n'y a pas une annonce pour Publico? Non, j'ai rien du tout. Ah bon? Il y en avait pourtant une, mais voilà. Et ton oncle, il fait pas une samedi? Ouais. À Publico, hein? Oui, normalement. Ouais, c'est Blues en liberté. Il y a quelque chose de Blues en liberté ce samedi-là? Il me semble. Il m'a dit. Ouais, c'est ça. Vous avez entendu la voix d'une peu? C'était Nicolas. C'était Nicolas. Voilà. Donc vous avez quelque chose avec, un événement dont Thierry est le maître d'œuvre, Thierry qui anime l'émission Blues en liberté. Voilà, ça sera sûrement une émission sur le blues. Il n'y a pas de souci à se faire de ce côté-là. Voilà, on a fini, hein, je crois. Je vous dis au revoir, à bientôt. Une petite chanson pour finir. La Poesia es un arma de Paco Ibáñez. Voilà, une nouvelle habitude chez Racaille. Pour finir l'émission. Ouais. Salut tout le monde. Au revoir, à la semaine prochaine. Merci Nicolas. De rien. Cuando ya nada se espera personalmente saltante, más se palpita y se sigue más acá de la conciencia, fieramente existiendo, ciegamente afirmando, como un pulso que golpea las tinieblas, que golpea las tinieblas. Cuando se miran de frente los vertiginosos ojos claros de la muerte, se dicen las verdades, las bárbaras, terribles, amorosas crueldades, amorosas crueldades. Poesía para el pobre, poesía necesaria como el pan de cada día, como el aire que exigimos 13 veces por minuto para ser y en tanto somos, dar un sí que glorifica. Porque vivimos a golpes, porque apenas si nos dejan decir que somos quien somos,
Nuestros cantares no pueden ser sin pecado un adorno. Estamos tocando el fondo, estamos tocando el fondo. Maldigo la poesía concebida como un lujo cultural por los neutrales, que lavándose las manos se desentienden y evaden. Maldigo la poesía de quien no toma partido, partido hasta mancharse. Hago mía las faltas, siento en mí a cuantos sufren y canto respirando. Cante, canto y cantando más allá de mis penas personales. Me ensancho, me ensancho. Quiero daros vida, provocar nuevos actos y calculo por eso con técnica que puedo. Me siento un ingeniero del verso y un obrero que trabaja con otros a España en sus aceros. No es una poesía gota a gota pensada, no es un bello producto, no es un fruto perfecto. Es lo más necesario, lo que no tiene nombre, son gritos en el cielo y en la tierra son actos. Porque vivimos a golpes, porque apenas si nos dejan decir que somos quien somos. Nuestros cantares no pueden ser sin pecado un adorno. Estamos tocando el fondo, estamos tocando el fondo.